C'est sûr que je fais partie de la génération des gens qui ont découvert un peu la télévision. On passait beaucoup de temps à regarder des émissions sur la mutuelle d'Omaha, les gens qui capturaient les éléphants, les lions. J'ai resté quand même assez fasciné par ce travail-là. Les gens qui se promenaient en hélicoptère pour dénombrer des choses ou pour surveiller des territoires. Moi, quand j'étais jeune, c'était comme un rêve de faire ça, mais jamais j'aurais pensé qu'un jour, ça aurait été moi qui aurais été derrière ce siège-là, finalement, d'étudier la faune comme ça. Je viens de la ville de Saint-Bruno de Monterville, sur la Rive-Sud, mais j'étais peut-être un des rares qui ont été privilégiés quand dans leur jeunesse, parce que mes grands-parents, toutes les fins de semaine, m'apportaient dans le coin du mont Offord, au lac Eastman. On découvrait des milieux humides, on découvrait des canards. On ne savait pas c'était quoi, mais on vivait à travers cette faune-là. Denis Masse assouvit son désir de comprendre la nature en s'imprégnant du bruit ambiant d'une forêt où plusieurs espèces d'animaux se côtoient. Cet homme se préoccupe autant d'écologie que de vie animale. Denis consacre sa vie à différents projets de recherche qui visent la préservation des habitats fauniques et la protection des espèces animales. Les forêts et les lacs du Parc national de la Mauricie deviennent pour lui un immense laboratoire, son terrain de jeu. C'est surtout un parc qui renferme 93 % de forêt. Donc, la forêt est omniprésente partout. Il y a les lacs et la forêt. On retrouve 175 lacs de différentes tailles. Alors, pour visiter le parc de la Mauricie, il faut prendre notre canot, le partager d'un lac à l'autre, sur de grandes distances. Curieux de nature, Denis Masse aime apprendre des animaux qui l'entourent. Chevreuils, huards, orignaux, loups et ours noirs font partie de son univers. Certaines de ses études peuvent s'échelonner sur plusieurs années, par exemple celle sur les ours. Alors, l'étude sur les ours cherchait à déterminer où se retrouvaient les ours l'été, est-ce qu'ils étaient dans le parc ou ils sortaient pour aller chercher des petits fruits, et l'automne, est-ce qu'ils revenaient tous pour hiverner. C'était un petit peu les objectifs de la recherche. Et on a capturé environ 75 ours différents. Et c'était quand même une surprise. Il y avait plus d'ours qu'on avait prévu, un petit peu. Puis au mois de février, on visitait chacune des femelles qui étaient munies d'un collier moteur. On les endormait, on les sortait des tanières, puis on vérifiait leur taux de reproduction. Femelle. Et on retournait aussi comme ça une deuxième année pour savoir les jeunes bébés qu'on manipulait dans les tanières, combien d'entre eux avaient survécu une deuxième année. Pour un ours, ça prend beaucoup de réserves de nourriture pour se reproduire puis mettre à terme des jeunes oursons qui vont passer quand même 6 mois dans la tanière sans bouger. Au fil de ses observations, Denis Masse constate qu'un territoire protégé ne garantit pas nécessairement la survie des espèces qu'il fréquente, les animaux se déplaçant en dehors des frontières du parc. De la même façon, les humains y fréquentent les différents habitats fauniques, ce qui peut avoir des conséquences sur certaines espèces plus fragiles, comme le huard. La population de huards est fragile. Autrement dit, il y a déjà des signes comme quoi la population n'est pas en bonne santé, est affectée par le dérangement humain. Les premiers résultats des inventaires étonnent. Il semble que les huards ne soient plus au rendez-vous. Pourtant, le huard était jadis abondant en Mauricie. C'était un peu une stupéfaction pour moi parce que déjà la première année que sur le grand lac Wapizagonk et le lac Édouard, il n'y avait pas de reproduction des huards. Les huards ne se reproduisaient pas. Puis l'autre année après, on a poursuivi nos travaux et on s'est aperçu que ces problèmes-là, c'était pas seulement sur le lac Wapizagonk et le lac Édouard, qui étaient des grands lacs. Il y avait des signes de dérangement sur d'autres lacs qui étaient très fréquentés par le public en général.
D'autres raisons pourraient aussi expliquer la disparition des huards de certains lacs. En approfondissant ses recherches, Denis constate avec étonnement que malgré l'éloignement, la pollution industrielle s'ajoute aux menaces qui planent sur les espèces vivant dans le parc. Le huard, c'est un oiseau qui mange beaucoup de poissons. Donc, certains travaux ont démontré que dans les lacs acides, le huard avait de la misère à s'alimenter de façon régulière. Puis, même si les oiseaux ne mouraient pas, c'est au niveau des jeunes qu'on perdait des jeunes, parce que les adultes ne pouvaient pas donner de la nourriture aux jeunes souvent. Donc, le succès de reproduction était plus faible. Il y a aussi le problème du mercure, parce qu'on a découvert quand même que les huards étaient très affectés par le mercure qui tombe dans l'atmosphère, le mercure qui se ramasse dans les lacs, dans les poissons. Au cours de son enquête écologique, Denis découvre que la principale cause du déclin du huard se trouve dans l'histoire même du territoire. Il y a 100 ans, de grands bouleversements se sont produits dans les forêts, ce qui affecte encore aujourd'hui les écosystèmes aquatiques et riverains. Pourtant, quand on visite le parc de la Mauricie, les paysages forestiers sont magnifiques. Que s'est-il passé? Est-ce que d'autres espèces animales ont été affectées? Est-il trop tard pour corriger la situation? Pour une réponse, Denis Masse se pose des dizaines de questions. Explorer le territoire, mieux connaître et comprendre les liens qui unissent les espèces animales et les habitats, voilà le défi que doit relever Denis Masse. Au fil de ses explorations, il constate que les forêts et les lacs du parc de la Mauricie ne sont pas en aussi bonne santé qu'on pourrait le croire. Avec une équipe de collaborateurs, Denis part à la recherche d'une espèce rare qui était très abondante dans le parc il y a quelques années à peine. Qu'est-il arrivé à la population de tortues des bois? J'ai commencé à m'intéresser un petit peu sur cette espèce-là. Où est-ce qu'on pouvait en retrouver? Qu'est-ce qui s'était passé vraiment? Puis les gens, ils me disaient tous, au début du parc, on en avait beaucoup dans le sud du lac Wapizagang. On en voyait sur les plages de sable. Et maintenant, on n'en voit pas. Après avoir arpenté de long en large le territoire, Denis trouve enfin une piste. C'est grâce à Shirley Smith, une résidente du secteur de la rivière Shawinigan, qu'il découvre un des plus importants sites de ponte de cette espèce au Canada. En 1961, on les voyait, les tortues, avant, parce qu'il y avait un chemin qui allait à la rivière. Puis du long du chemin, il y avait des tortues qui venaient pondre. Mais on n'a jamais porté attention à ça, là, tu sais, c'était banal. Jusqu'au temps que je suis venue rester ici, en 91. C'est là que le soir, j'allais marcher sur le terrain. Puis c'est là que j'ai vu peut-être une douzaine de tortues qui étaient après à pondre, là. Ça fut un peu une surprise parce que je me suis aperçu que finalement, la population de tortues des bois, elle vivait complètement à l'extérieur du parc. Je suis retourné une deuxième année pour voir vraiment le moment où les tortues peuvent pondre, c'est en juin. Là, c'était important de quantifier ce site-là parce que c'est quand même une espèce qui était en péril, hein, déjà en 96. C'était une population qui était quand même dans un bon état. On parle peut-être de 300 à 400 individus différents, une population qui était quand même peu affectée par le dérangement humain, par les activités récréatives, parce que ce territoire-là est quand même très sauvage. Le Québec possède 9 espèces de tortues. 8 d'entre elles fréquentent principalement les eaux douces du sud de la province. Animaux à sang froid, elles adaptent leur rythme corporel à la température ambiante. Au sortir de l'hiver,
Les bains de soleil sont d'une importance vitale, car ils permettent d'accélérer leur métabolisme et aident à la formation des œufs. Les tortues sont des animaux aquatiques. La tortue des bois, comme son nom l'indique, est la plus terrestre. La localisation du site de ponte va permettre à Denis Masse d'élucider les secrets de l'espèce mythique du parc. Quelle est la situation réelle de cette population? Pourquoi ont-elles quitté? En 96-97, on a initié des travaux de recherche avec les étudiants de l'Université McGill, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et c'est sûr que là, à ce moment-là, j'ai eu un partenaire important, c'était M. Jean-Claude Bourgeois, qui travaille à la Société de la faune et des parcs, qui s'est associé avec moi pour tenter de tout mettre en œuvre pour être capable de protéger cette population-là. On va arriver les récepteurs, puis on va la faire là-bas? Oui, oui, oui. Il faut dire d'abord que la tortue des bois est une espèce menacée. Tant au niveau québécois que canadien. Et presque partout dans son aire de distribution, les populations sont en déclin. Les premières étapes, c'est toujours les mêmes dans tous ces sujets-là. C'est d'abord d'évaluer ce qu'il y a comme population, comme nombre d'individus, comme l'âge des individus. C'est souvent un indice de la santé de la population, d'ailleurs. Un travail de suivi de sites de ponte, d'éclosion des jeunes, de productivité de cette population-là. On a aussi réalisé des travaux pour comprendre quel est l'habitat qu'ils utilisent, quelle est l'étendue de l'espace qu'elles occupent annuellement. C'est des individus qui se reproduisent à un âge très avancé. 12, 13, 14 ans, ça peut même aller jusqu'à 18 ans. C'est l'âge de la maturité sexuelle, c'est l'âge où on va retrouver des femelles qui pondent. Un autre élément caractéristique, c'est le taux de survie des jeunes. Il est très faible, il est environ d'1%. Alors, c'est de dire que c'est une jeune tortue sur 100 qui vont éclore, qui va éventuellement entrer dans la population et 14 à 18 ans plus tard devenir un individu qui va participer à la reproduction. En plus d'une maturité sexuelle tardive, les jeunes tortues des bois sont très vulnérables à la prédation lors de l'éclosion sur les sites de ponte. Lorsqu'elles s'aventurent pour rejoindre la rivière, les jeunes tortues deviennent des proies faciles pour les prédateurs comme les ratons laveurs, les moufettes et les grands hérons. Ici, on a un nid de tortues des bois qu'on n'avait pas protégé par des grillages. Puis on voit très bien là, qu'il y a un raton laveur ou une moufette qui a déterré les œufs. Pour nous, c'est une surprise parce qu'anciennement, ici, les ratons laveurs étaient vraiment des densités très faibles, puis il n'y avait pas une si forte population que ça. Il n'y a pas de taux d'éclosion, il n'y a rien. Non. Non plus. Les mesures de protection pour contrer la prédation et le dérangement humain sur le site de ponte semblent bénéfiques pour les jeunes tortues des bois. Mais il faudra sans doute plusieurs années avant que Denis puisse connaître l'impact réel de ces mesures. Pour l'instant, il lui faut trouver la raison de leur disparition du parc. Où se trouve le problème? Comment les faire revenir? Des questions qui demeurent pour le moment sans réponse. Jour après jour, Denis Masse parcourt les vastes étendues de forêt du parc de la Mauricie. Il connaît bien les espèces animales qu'il fréquente. Il sait que plusieurs sont en difficulté et il aimerait bien trouver des solutions à leurs problèmes.
Avec ses collègues, il cherche les causes du déclin des huards et de la disparition des tortues des bois. Ils trouvent enfin un indice. La forêt du parc, elle a quand même été coupée à 3 reprises, jusqu'en 1970, jusqu'à temps que le parc a été créé. Tout a été coupé, perturbé par l'homme. Il y a eu des chemins forestiers partout. Tous les lacs ont été dravés, harnachés par l'homme pour faire le flottage du bois, la drave. Pratiquement tous les grands plans d'eau et même les plus petits plans d'eau, tous les corridors, en fait, les routes d'eau qui pouvaient être utilisées ont été aménagées. Et toutes les berges ont été, à la limite, érodées. La végétation a été tuée par l'augmentation du niveau d'eau. Et tout ça s'est retrouvé sur le fond des lacs. Donc, une grande modification d'habitat qui peut avoir aussi une influence très, très importante sur les habitants là, et la faune. Depuis, la forêt a reconquis le territoire perdu. Mais les activités industrielles passées mettent encore aujourd'hui en péril plusieurs espèces. Est-il possible de restaurer les habitats perdus? On ne pense pas à revenir à ce que c'était originalement parce que les écosystèmes ont évolué. Ça, il faut être très clair. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on essaie simplement de stabiliser une situation. Par exemple, en rétablissant les niveaux d'eau, en empêchant l'érosion des berges, en permettant à la végétation riveraine, c'est-à-dire celle qui est à l'extérieur de la masse d'eau elle-même, de se reconstituer. C'est d'ailleurs des zones de grande biodiversité. Mais quand ils sont complètement disparus, bien évidemment, l'habitat étant pas là, les espèces sont pas là. Et ça, c'est le bois qu'on a sorti du lac Français ou du lac Isaïe. Là. On a sorti 10 000 billes de bois comme ça. On parle d'effet direct là, de restaurer un lac. On parle du bois qui était accumulé dans le fond d'un lac. C'est quand même énorme comme quantité. Le travail qu'on fait sur les habitats aquatiques, qui est fait par Michel Plante, c'est sûr que c'est bénéfique pour améliorer l'état d'intégrité écologique du parc. Les travaux qu'il va faire pour éliminer éventuellement les billes de bois dans le fond du lac, restaurer les niveaux d'eau en défaisant les vieux barrages, ça va être bénéfique pour les espèces en péril, surtout la tortue des bois qui utilise les bandes riveraines comme ça. Puis à la limite aussi pour les huards, parce que les autres, ils nichent sur des îles. Puis si les niveaux d'eau sont stables, c'est bénéfique pour sa reproduction. C'est plus facile pour l'espèce de se reproduire. Là, c'est sûr que le parc, compte tenu de son objectif de conservation, a mis en place des mesures pour protéger la population, c'est-à-dire atténuer les problèmes entre la fréquentation des visiteurs et la reproduction des huards. Dès la première année, toutes les îles du parc étaient protégées contre les arrêts. Les gens ne pouvaient pas arrêter sur les îles. On a aussi recréé, replanté des zones, des arbustes sur les plages pour pas que les gens puissent arrêter sur les îles pour se baigner, par exemple. On a mis des signalisations en conséquence. Sur le lac Wapizagon, depuis 1998, le huard est revenu nicher. Et maintenant, on est rendu avec 4 couples nicheurs sur le lac Wapizagon, alors qu'avant, on en avait 0. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être le comportement des gens qui a changé, la protection des îles, les formations qu'on a faites. Donc, on peut conclure que les mesures qu'on a mises en place sont bonnes. Ça, je l'ai trouvé, Marie-Pierre. On va la manipuler ici, là. Juste ici, comme ça, là. On va lui remplacer son émetteur. Pour aider la population de tortues des bois à reconquérir le territoire, un programme de réintroduction a été implanté dans certains plans d'eau jadis fréquentés par cette espèce. Mais ce n'est que dans une vingtaine d'années que l'on pourra évaluer le succès de cette mesure.
Depuis qu'on a initié des travaux à l'extérieur du parc sur la Tortue des Bois, c'est sûr qu'on a poursuivi nos travaux. Et on a découvert 2 ou 3 sites de pente sur des plages, sur les abords du lac Wabsagon, à des endroits même que, historiquement, la Tortue des Bois se reproduisait. Donc, c'est des petites nouvelles positives, comme quoi la Tortue des Bois effectue un retour dans le parc de la Mauricie. C'est sûr que plus un parc est beau, plus il est populaire souvent, puis plus il est accessible, plus que des gens. C'est un peu mon travail, moi, de trouver de faire des travaux de recherche sur la faune, mais aussi d'avoir des recommandations qui sont réalisables aussi, qui démontrent, par exemple, qu'on peut protéger, mais tout en permettant aux jeunes de venir profiter du parc. C'est une chance inouïe, je dirais, de faire ce travail-là, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ce type de recherche-là. Souvent, je dis aux gens que je connais, mon travail, j'ai probablement le plus beau travail au Canada, parce que moi, je peux étudier les animaux que tout le monde veut savoir, mais connaître, en les capturant dans la tanière, en les capturant dans un piège, en les manipulant, en ayant un contact privilégié avec l'animal. C'est une grosse partie de ma carrière qui a passé dans un parc national, tenter de protéger la faune. Pour moi, c'est un laboratoire, puis j'en apprends encore tous les jours.